Ouzbek Erika, le podcast qui explore le futur. Salut à vous les turfos et salut à vous les culturfos. Et oui, aujourd'hui on reprend nos petites machettes et on part à l'exploration de la culture du turfu ou du turfu dans la culture de notre temps. C'est notre deuxième émission du genre et j'aimerais la commencer par un petit point, une petite précision. En fin d'émission précédente, on s'était dit qu'on attendait beaucoup de deux films de Netflix, The Cloverfield Paradox et Mute. Eh ben, on va pas s'attarder dessus, mais simplement vous conseiller de mater le premier Cloverfield, qui est le meilleur film catastrophe au monde. Je suis tout à fait objectif. Et en ce qui concerne Mute, eh bien, on en a fait un article sur ouzbekerika.com et le film de Duncan Jones, comme son titre l'indique, n'a malheureusement pas grand-chose à dire. Bref, aujourd'hui, on va s'attarder sur d'autres choses et le menu est conséquent. Je vais moi-même pas m'attarder plus longuement, simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, je suis accompagné par l'inégalable Annabelle Laurent. Salut Annabelle. Salut Guillaume. Le superbe Vincent Lucchese. Salut Vincent. Salut Guigui. Et un petit nouveau qui nous vient de Nantes, Rémi. Salut Rémi. Salut Guillaume. Sans oublier l'indispensable évidemment Roman à la régie, à qui on fait tous des bisous. Bref, pas mal de choses donc au menu du jour. Et on va commencer par le bisutage au micro de l'ami Rémi qui s'est penché sur la saison 2 d'une série norvégienne, Occupat ou Occupied. Det ikke alle russere som mordere. Jeg må fortsette å holde liv i Maja Maja. Jeg har blitt spurt om å bli statsminister. Du kommer til å bli spist opp som en liten mus. We are here to protect you. Bah alors Rémi, c'est quoi ce truc? Occupied. De quoi s'agit-il? Dis-nous. Donc Okkupert en norvégien. Donc, Ok. la langue originale de la série. Donc c'est une série de drame, anticipation, très tournée géopolitique. Ouais. Donc qui a été créée par Eric. Annabelle me l'a dit tout à l'heure. Schellberg. Merci Il me beaucoup. semble, hein, mais je suis pas L'écriture est norvège. assez compliquée. Donc c'est une idée de Joe Nesbo qui est un auteur de thriller très connu en Suède. Et pas un biathlète, parce qu'il y a un biathlète. Suède et en Norvège. D'accord. Oui, pas un biathlète, non, c'est vrai. Très bien. Donc c'est une série qui a coûté 10 millions de dollars en tout, donc c'est un très gros budget pour une série nordique, qui est diffusée sur Arte depuis 2015. Arte, d'accord. Ouais. Et la saison 2 a commencé le 15 février dernier. Ça se passe donc en Norvège, qui a élu un gouvernement écologiste. D'accord. Ce qui pourrait arriver. Ouais, ce qui pourrait arriver. Et donc qui renonce à toute l'exploitation de ressources en hydrocarbures. Pour une Europe qui est en déficit énergétique, c'est pas vraiment évident parce que la Norvège est quand même un gros producteur de pétrole. Ouais. Et du coup, pour ce faire, les Russes envahissent la Norvège pour forcer les Norvégiens à continuer à exploiter les ressources en hydrocarbures. D'accord, envahissent militairement. Militairement, D'accord. complètement. Et le Premier ministre donc, qui vient d'être élu a été enlevé. On lui a obligé à continuer à exploiter ça contre son gré. D'accord. La Russie occupe la Norvège et la résistance se fonde en Norvège pour lutter contre l'envahisseur russe. Donc ça c'est le pitch en gros de la première saison. Et la deuxième saison rentre encore plus dans ce côté occupation, comment vont se débrouiller les Norvégiens pour soit lutter, soit collaborer en fait. Et alors évidemment, tu as des personnages, je suppose que tu as une petite famille qui est déchirée entre certains qui choisissent la collaboration avec l'envahisseur et les autres qui essaient de... C'est ça? Tout à fait, ouais. Il y a vraiment une espèce d'énorme césure dans la population, soit ceux qui veulent collaborer, soit ceux qui ne veulent pas. Et de l'extérieur, il y a le Premier ministre donc, qui a été obligé de quitter le pays pour continuer à vivre correctement et qui continue à alimenter la résistance et qui essaie de monter un gouvernement en dehors. Qui essaie d'être le De Gaulle norvégien. Exactement. Et puis il faut savoir aussi que dans Occupy, ce qui est très, très marquant, c'est que les États-Unis ont un tout petit rôle. Ils sont sortis de l'OTAN, donc ils n'interviennent pas du tout dans l'envahissement russe de la Norvège. Donc c'est l'Europe qui dans un premier temps laisse faire et qui après essaye de plus ou moins juguler la situation, mais n'y arrive pas parce que la Russie est surpuissante, quoi. C'est intéressant. Est-ce que moi j'ai pas vu, j'en ai beaucoup entendu parler. T'as notamment fait un papier Rémi sur Ouzbek Erika autour de la saison 2. La question que je me pose, je crois qu'Annabelle t'en as vu quelques épisodes. J'avais vu le début, ouais. Est-ce que la crédibilité de la chose, est-ce que c'est pas trop, est-ce que on se dit tiens, c'est envisageable? Ça pourrait arriver. Ouais,
Moi, donc j'ai vu que les premiers épisodes de la saison 1, mais là, j'ai bien envie de continuer et de voir la saison 2. Ce qui était marrant, c'est qu'ils ont vraiment été rattrapés par la réalité en avril 2014, au moment où ils étaient en train d'écrire que la Norvège était occupée, ce qui était une idée quand même complètement bizarre et farfelue. Le conflit ukrainien a éclaté. Ouais. Et du coup, donc moi, si j'arrive à prononcer à peu près ce nom de Eric d'ailleurs. Eric. Voilà. Schulberg, c'est parce que je l'avais rencontré à l'époque de la saison 1 à Sérimania. Ça se la pète. Ça se la raconte à mort. Non, mais pas du tout. Merci, c'est juste pour le citer, en fait. Toujours. C'est plutôt pour le citer. Cela dit, j'étais quand même fière de rencontrer un Norvégien première fois de ma vie, mais bon. Non, mais il disait, en fait, on avait juste à allumer la télé et la radio et on voyait la confirmation de ce qu'on était en train d'écrire. Donc, c'était assez dingue, tu vois. Donc voilà, les parallèles. Alors après, là, Rémi parlait du rôle des États-Unis et dans son papier, il parle aussi de plein de choses de l'Union européenne. Je crois que dans ton papier, tu dis que ça va même vers l'éclatement de l'Union européenne. Ouais, carrément à la fin, parce que du coup, vraiment, il y a. Je spoil pas trop. Oui, non, je spoil pas trop, mais il y a vraiment. Les pays ne savent pas quoi faire, en fait, de cette Russie hyper puissante qui. Au départ, donc là, l'Europe était pour cet envahissement pour des raisons économiques et énergétiques. Mais quand on voit la résistance se former petit à petit et les événements qui s'y passent, donc attentats, etc., il y a vraiment une prise de conscience de l'Europe qui décide, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et les pays ne sont pas forcément tous en accord. Il y a les pays qui veulent continuer à exploiter et les autres qui disent, le peuple norvégien doit aussi être libre, quoi. Ouais, non, c'est un exercice de prospective qui me paraît assez intéressant. Et dans ce que tu disais autour de la réalité qui dépasse la fiction, on entend souvent parler de ce genre de trucs pour les séries politiques comme House of Cards ou comme des séries d'espionnage et d'action à la Homeland. Et Homeland, à plusieurs reprises, les types étaient en train d'écrire et effectivement, il se passait, que ce soit la saison 5 ou la saison 6 d'ailleurs. À Berlin, c'est ça le passage. Le passage à Berlin avec les attentats sur le sol européen. Ou bien maintenant, la nouvelle saison est beaucoup anglais sur Internet et sur l'élection d'un président. C'est quelque chose d'assez incroyable. Et donc, est-ce que, juste rapidement pour conclure sur ce chapitre Occupied, est-ce que la prospective ou la science-fiction scandinave a une particularité, est-ce qu'on peut dégager des points qui font qu'elle diffère de ce qu'on a l'habitude de voir chez les anglo-saxons, chez les latins? Ouais, en général, là, moi je pense surtout à Real Humans, donc Acta Manescola. Oh, pas mal. J'ai appris avant de venir. Donc c'était une super série aussi, donc plus sur l'intelligence artificielle, les robots. Les humanoïdes. Et il y avait un côté, en fait, je trouve que dans les séries nordiques, il y a un côté beaucoup plus humain, en fait, où on voit vraiment le quotidien. C'est pas dans les effets visuels, on est très vraiment dans la psychologie. Et c'est intéressant. Il y a une autre série qui était assez cool aussi, que c'est Your Scott. Une série suédoise aussi, mélange entre thriller, noir et fantastique un peu, sur une enquête, et c'était assez intéressant, pareil, très noir, donc à la nordique, mais vraiment dans la psychologie, dans les sensations, en fait, c'est très intéressant. Donc il y a moyen, avec un budget conséquent mais pas non plus énorme, de faire des choses intéressantes en anticipation, science-fiction et prospective. C'est bien s'il y a des producteurs ou des réalisateurs français qui nous écoutent parmi notre multiple auditorat, qu'ils s'en inspirent. Personne n'a d'autres choses ou d'autres questions à poser sur Occupy? Peut-être par curiosité, est-ce que justement on voit dans Occupy aussi des éléments un petit peu de futur prospective, de drones, de choses, un peu de réalité augmentée? Est-ce qu'ils ont glissé un peu de ça aussi, ou c'est vraiment que branché géopolitique? Non, pas beaucoup. C'est vraiment géopolitique. C'est dans un futur très très proche, donc qui pourrait se passer l'année prochaine, en fait. Ouais, genre demain. Et d'ailleurs, les Russes étaient de la sortie de la première saison étaient vraiment pas contents, quoi, du traitement de la Russie. Il y a eu des réactions officielles. Il y a l'ambassadeur russe qui avait dit. Ils ont envahi du coup la Norvège. Qui avait dit que c'était un héritage de la guerre froide, d'une menace de l'Est. Et que ils étaient pas contents. En même temps, ils annexaient la Crimée, mais oui. Et puis là, on est en train on reparle de guerre froide number 2. Là, c'est le titre de The Independent, je crois, aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé au Royaume-Uni avec cet espion, cet ancien espion russe qui s'est fait empoisonner sur le sol britannique. Donc, sans transition, on va baisser un peu l'impression, mais se plonger avec Annabelle dans une histoire étonnante de jeu de Go. Tu veux nous parler du jeu de Go? Go is the world's oldest continuously played board game. It is one of the simplest
and also most abstract. Beating a professional player at Go is a long-standing challenge of artificial intelligence. J'ai entendu artificial intelligence, donc Absolument. intelligence artificielle. Donc là, on vient d'entendre le début de la bande-annonce du documentaire dont je vais vous parler. Juste ce qui est dit, ce qu'on entend, c'est que donc, le Go est le plus vieux jeu du monde, qui est à la fois un des plus simples et des plus abstraits qui soit. Et que battre un joueur professionnel de Go, c'était un défi de longue date pour les chercheurs en intelligence artificielle. Celui qui nous dit ça, c'est Demis Hassabis. Je ne sais pas comment on prononce, toujours pareil. Je crois que c'est comme ça. Voilà, c'est le patron de DeepMind, du coup, l'entreprise d'intelligence artificielle qui a été rachetée par Google en 2014. Et c'est à peu près au même moment que les ingénieurs de DeepMind se mettent en tête de créer une intelligence artificielle qui va jouer au jeu de Go et qui pourrait rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde. Et cette IA, c'est AlphaGo. Donc, cette AlphaGo dont on a entendu parler en mars 2016 parce qu'elle a réalisé donc, l'exploit de battre le meilleur joueur du monde, c'est le Coréen Lee Sedol. Et du coup, je tue le suspense tout de suite. Spoiler. Parce qu'en fait, cette information, on l'a quand on commence le documentaire d'1h30. Qui raconte donc qui va raconter comment on en est arrivé là. D'accord. Donc, on suit à la fois le premier match d'AlphaGo contre Fan Hui, qui était le champion d'Europe de Go. C'était quelques mois avant, donc mars 2016. Et ensuite, l'affrontement entre AlphaGo et Lee Sedol va avoir lieu pendant 5 jours dans un hôtel 4 étoiles de Séoul, devant les caméras du monde entier, avec en fait Enfin, vraiment, on n'a pas idée, quoi. En fait, ce qui est intéressant avec ce documentaire, c'est que moi, j'avais cette image de Lee Sedol, la tête dans les mains, devant son plateau de jeu. C'est une image qu'on voit beaucoup, en fait, dès qu'on parle d'intelligence artificielle. Mais on ne sait pas du tout ce qu'il y avait derrière. Et là, donc, le docu nous emmène dans les coulisses de cet événement, dans cet hôtel, où la caméra passe du plateau de jeu, des coulisses, où donc là, tu as toute l'équipe de DeepMind qui est en train de suivre devant des ordis les calculs de probabilité qu'est en train de faire AlphaGo sans piger du tout ce qui est en train de se passer. Et en fait, il y a une tension dramatique, mais incroyable, autour d'un jeu auquel tu ne comprends rien. C'est ça qui est vraiment étonnant avec ce documentaire, c'est que ils arrivent à te happer. Et voilà, donc j'avais un peu trop spoilé. Enfin, il faut pas trop spoiler pour ceux qui ne se souviennent plus exactement le score de ces 5 manches. Parce que donc évidemment il y a un twist qui te fait vivre un ascenseur émotionnel, mais voilà, je trouvais que c'était vraiment réussi sur ce côté-là, même si en fait c'est vraiment les ingrédients hollywoodiens de la success story. Et ensuite sur le côté futur, ce qui nous intéresse, c'est que ce sujet de l'intelligence artificielle qui peut nous paraître un peu lointain, là ça t'interroge vraiment sur qu'est-ce que c'est que le génie humain. Est-ce que le génie humain c'est les ingénieurs qui ont conçu AlphaGo? Est-ce que c'est le génie humain de Lee Sedol? C'est génie humain contre génie humain. Tu t'entends au départ Lee Sedol qui dit « J'espère ne pas décevoir les humains et vous montrer que je suis capable de battre la machine ». Donc il est vraiment touchant, ce Lee Sedol. Et puis après, tu vois l'ingénieur en chef de DeepMind qui dit mais en fait, c'est le génie humain. Tout ce que fait AlphaGo, c'est du génie humain. Oui, évidemment, puisque derrière la machine, il y a cette équipe d'êtres humains. Alors, ils sont combien à l'avoir programmé? Enfin, je suppose que c'est quand même je sais pas, mais tu arrives à les identifier. Ils sont une dizaine à intervenir ou à témoigner au micro, entre les manches, avec eux-mêmes des sentiments très ambivalents de vouloir que tu vas limiter l'humiliation, parce que si AlphaGo n'avait même pas remporté une manche, c'était l'humiliation devant le monde entier. Mais en même temps, ils voient ce Lee Sedol se débattre et ça leur fait de la peine aussi, en fait. Et c'est pas trop à la gloire justement de cette équipe Alors c'est complètement pro, évidemment pour Google c'est génial. C'est vraiment opération de com parfaite. En fait, on fait des développeurs de DeepMind, ce que tu dis, des héros des temps modernes, quoi. C'est vraiment ça. C'est Oui. Moi, je l'ai pas vu, mais apparemment. Même si tu vois quand même qu'ils comprennent rien non plus. Mais oui, ça, bien sûr, pour eux, c'est très bénéfique. Mais
Et ça dure combien? Ça dure quoi? 1h30. 1h30. Et ouais. tu t'ennuies pas donc? Dans un truc qui est plutôt technique, qui pourrait être assez. Ouais, tu sais même après de te dire attends, mais le Go, comment ça marche? Je vais m'y mettre. Je vais m'inscrire en cours du soir. Non, peut-être pas quand même. Je confirme, je me suis inscrit au jeu de Go sur la. Voilà. J'ai pris l'application jeu de Go sur mon Fairphone. Ah, le Fairphone, on peut en faire. Je cale au passage que j'ai un Fairphone. Voilà, et après c'est moi qui me la raconte. Je me la raconte grave. Non, mais je partage complètement l'avis d'Annabelle, c'est assez fascinant. Je pige rien au jeu de Go, je pige rien, si ce n'est ce qu'on raconte à travers les interviews à l'intelligence artificielle en termes de machine learning, de fonctionnement profond de ces trucs-là. Et malgré ça, c'est fascinant. Il y a une dimension vraiment humaine, c'est ça qui est fort, c'est que Lee Sedol, qui surnomme là-bas le Federer du Go, faut quand même le souligner. On va parler de Federer pendant tous nos podcasts. C'est un peu le but, et pendant tous nos articles aussi. Il n'y a pas de raison. Mais il y a vraiment une dimension hyper intéressant dans ce que ça raconte de la relation entre l'homme et la machine. La première manche, alors pour spoiler un tout petit peu, la première manche du coup que perd Lee Sedol, il sort en disant, il y a 5 manches, donc rien n'est fait. Mais il sort de la première manche en disant je suis complètement déstabilisé parce que j'arrivais pas à lire l'émotion ou les sentiments de mon adversaire. D'habitude, le jeu de Go, c'est un jeu apparemment éminemment psychologique où d'ailleurs on voit les commentateurs, c'est génial, qui commentent tous sur leur tableau de bord en direct sur les chaînes de télé en mettant oh mais quel coup incroyable, on sent qu'il est agressif en ce moment, on sent qu'il a remonté la pente. Donc, toi, là, tu comprends AlphaGo est très difficile à cerner. Oui, en effet. Déjà, il personnifie vachement AlphaGo et en plus il y a cette espèce de, c'est hyper intéressant sur le lien homme-machine. Il dit mais en fait ce qui est hyper compliqué, c'est qu'il n'y a pas cette émotion et que l'émotion est primordiale pour comprendre son interlocuteur. Et là, la machine perturbe complètement le genre parce qu'elle n'a pas d'émotion. C'est intéressant. C'est hyper fort. Ouais. Et est-ce que c'était pas la même chose avec Deep Blue et Kasparov à l'époque C'est un peu le même mécanisme dans la relation machine, mais là, ce que raconte les créateurs de DeepMind, c'est aussi qu'il y a ce côté. C'est toujours à la limite, on sait pas trop, mais un peu créativité. Ils se demandent si la machine ne devient pas créative. Ils comprennent plus comment fonctionne leur machine. D'accord. Ils sont là, attends, qu'est-ce qu'elle va faire? On sait pas ce qu'elle va faire. Et c'est drôle à la fin aussi. Les créateurs les programmateurs de DeepMind, ils comprennent rien non plus. Ils jouent un petit peu au Go, mais à un niveau très bas. Ouais. Et à la fin, ils sont là, bon, on a gagné ou pas? Va demander à un Coréen. On sait pas si on a gagné. Non, apparemment pas encore, mais c'est ouf. C'est assez, du coup, on est à la fois rassurés parce que on voit, enfin, ça nous rappelle en fait que derrière l'intelligence artificielle, il y a des hommes et des ingénieurs, donc tu les vois et ça te rassure sur ce débat de l'IA. Ça, c'est important, effectivement. Voilà. Ouais. Mais toujours avec ce sentiment ambivalent, tu les vois quand même dépassés par leur propre création. Donc voilà, cette alterne dans ta réflexion et dans tes sentiments pendant. Il y a aussi, de façon un peu expérimentale, on voit ce que pourrait être la réaction d'êtres humains face à une super intelligence artificielle, puisqu'à la sortie d'une des manches très disputée. L'ensemble des journalistes de la salle de presse sont hyper émus. Il y en a un qui est au bord de pleurer. Tout le monde acclame Lee Sedol. Et tu sens que tout le monde, l'humain résiste à la machine, quoi. Oui, alors qu'effectivement, comme on dit, il y a des humains derrière chaque algorithme et chaque logiciel. Mais cette émotion, c'est un journaliste de Wired qui a les larmes aux yeux. Il est trop touchant. Très spontanément, il y a vraiment un parti pris comme ça des gens pour l'humain face à la machine, quoi. Ça dit beaucoup de choses. Il faut regarder. Que j'ai maintenant envie de regarder et je vais le faire. C'est donc AlphaGo, ça s'appelle, c'est ça? Ouais. Il est du coup dispo un peu partout, dont Netflix depuis le 23 janvier. Ok. Très bien. Sans transition aucune, je vais reprendre la parole et vous parler d'un film également dispo sur Netflix, décidément. Film qui n'est pas un film Netflix, qui est un film Paramount, que Paramount a apparemment refusé, a décidé. Excellent. La Paramount a décidé de ne pas sortir sur les écrans européens, je crois, enfin en tout cas français, c'est sûr. Et c'est dommage parce que c'est un film réalisé par Alex Garland, qui est déjà responsable du scénario de l'excellent 28 jours plus tard et de l'excellent tout court Ex Machina, qui est un des films dont on utilise beaucoup des images pour illustrer les papiers, notamment sur l'intelligence artificielle. Et donc le nouveau projet de ce réalisateur qui est britannique s'appelle Annihilation, et c'est une adaptation d'un livre de Jeff Vandermeer. Alors Jeff Vandermeer écrit sur la science-fiction dans beaucoup de journaux et écrit également des livres de science-fiction. En l'occurrence, Annihilation, ça va du côté un peu plus fantastique, mais j'ai lu ce livre
livre pour préparer l'émission et j'ai vu ce film. Alors au casting de ce film, on a Nathalie Portman et Jennifer Jason Leigh. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'Existence de Cronenberg. Super film. Où elle est excellente et le film est super aussi. Et beaucoup de femmes, donc j'en parlerai plus tard. Et Oscar Isaac, le Poe Dameron des récents Star Wars. Et surtout aussi le patron tech un peu taré d'Ex Machina avec sa barbe. Bref, tout ce petit monde est réuni par une attirance pour une étrange zone X qui s'étend. It's something they termed the Shimmer. We've sent in drones and teams of people, but nothing comes back. But something has. Alors voilà, ce qu'on entend là, c'est l'exposition des enjeux du film. Donc ce qu'ils appellent The Shimmer, c'est pour lueur ou miroitement. C'est ce qui marque la frontière de cette zone X qui s'est créée après le crash d'un météore et qui ne fait donc que s'étendre. Donc on a une équipe de 5 femmes qui va partir à sa découverte et tenter de voir ce qui s'y passe, puisque plusieurs équipes y ont déjà été envoyées et sans, comme on l'entend dans l'extrait, que rien n'en revienne. Jusqu'à ce que le mari de Nathalie Portman, enfin du personnage joué par Nathalie Portman, en reviennent pour le coup, qui était un militaire qui avait été envoyé avec son équipe pour explorer cette fameuse zone X. Donc on est sur un film d'exploration qui est un peu linéaire, parce que c'est une équipe qui, on va pas trop spoiler, mais va rencontrer quelques petits soucis dans son exploration. Et puis au fur et à mesure, ça va s'accélérer, ça va être de plus en plus dense et de plus en plus effrayant. C'est une exploration aussi presque contemplative dans une zone où tout ce qu'on sait de la biologie, de la physique, de la mémoire, tout est remis en question, tout est un petit peu tordu, tout est un petit peu étrange, et évidemment les modifications sont d'origine extraterrestre. Alors je spoile pas parce qu'on le voit tout de suite, hein. Et le film, encore une fois plus fantastique que purement science-fiction, propose une réflexion sur ce qui fait de nous des humains, mais aussi est très justement encore une fois humain, puisqu'il traite de la dépression, du deuil et de notre rapport à la nature, à sa destruction, à sa mutation, à notre propre destruction, à notre pulsion d'autodestruction. Enfin, c'est comme on dit, ça fait réfléchir, dis donc. Et c'est plutôt beau, c'est très maîtrisé parce qu'Alex Garland, j'ai l'impression qu'il a un petit souci du détail, ce garçon. L'ambiance, on sent la moiteur de la jungle dans laquelle elle s'enfonce au fur et à mesure. Ces 5 femmes qui ont toutes quelques petits soucis et des backstories un peu compliquées. On a un final qui est étrange et surprenant. Je pense que la deuxième partie du film, ça s'essouffle peut-être un petit peu, mais pour moi, en tout cas, c'est un film à voir. Je sais pas, Rémi, je crois que tu l'as vu. Ouais, moi j'ai vu. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de la chose ? Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. J'en attendais beaucoup. C'est un film. On en avait déjà parlé un peu avant qu'il sorte. Tu m'avais un peu raconté le pitch. Mmh. Et les premières images m'avaient vraiment donné envie. Et personnellement, moi, c'est un des meilleurs films de science-fiction, science-fiction fantastique, que j'ai vu depuis Premier Contact. D'accord. Vraiment. Très bon film aussi. Autre référence. Ouais. Mais ils se ressemblent. Les deux films se ressemblent un peu, notamment sur la matière, le traitement de la matière. Et puis le traitement aussi. C'est pas linéaire comme scénario. Enfin, il y a vraiment. On apprend au fur et à mesure sur les personnages. On arrive vierge en fait de toute histoire. Et au fur et à mesure de l'avancée des personnages dans l'area X, on en apprend plus sur eux. Et du coup, on arrive à mieux se représenter les enjeux qu'il y a dans le film. Et tu vois que tu disais que la deuxième partie s'essouffle un peu. Ouais. Justement, je trouvais que c'était un peu l'inverse. D'accord. C'est vrai que la première partie du film est assez finalement conventionnelle. Voilà, il y a une mission, on y va. On expose le truc, c'est un peu compliqué aussi. Ça se barre sévèrement en cacahuète sur la fin quand même. Ça se barre vraiment en mystique en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est très intéressant de voir des films de science-fiction qui prennent des risques. Comme Annihilation, comme l'avait fait Premier Contact à l'époque, avec des petits budgets. Je crois que c'est moins de 50 millions de dollars, donc pour un film de science-fiction, c'est pas grand-chose. Ouais, effectivement, j'ai pas vérifié ça, mais Et donc tu disais, il est sorti effectivement aux États-Unis et en Chine. Mmh. Et la Paramount avait vraiment peur que ça échoue parce qu'il disait que c'était trop compliqué, trop cérébral et que les gens allaient pas suivre. Et malheureusement, je pense que c'est vrai. Mmh. Je pense que le film n'aurait pas forcément fait un énorme carton parce que c'est vrai qu'on sort du film, on comprend pas tout, quoi. Il y a plein de petits détails cachés. Il y a plein de choses qui restent plein d'interprétations, et comme tu disais très bien, c'est sur l'autodestruction,
la nature, comment on la garde, comment on la préserve. C'est effectivement pas particulièrement joyeux comme film. Ah non, c'est clair, c'est plutôt... Après, le côté cérébral, et il y a aussi un petit côté, enfin, un peu, regardez-moi, je fais un film intelligent, tu vois. Moi, parfois, ça me gêne dans les films dits qui font réfléchir, cérébraux et intelligents. Il y a parfois des choses comment dire, c'est un peu, on fait du complexe pour faire du complexe, et donc on n'est pas dans, enfin, on peut être fluide et raconter des choses intelligentes sans pour autant devoir poser plein de questions sans réponse, faire des choses un peu trop. Enfin, tu vois, j'ai eu l'impression qu'ils se regardaient quand même un peu faire. Enfin, ouais, c'est un peu vrai. Ça se regardait un peu, regardez à quel point mon film et mon ambiance sont intelligentes après. Tu me diras, après on reparlera quand tu auras lu le livre, mais par rapport au bouquin, il y a un truc qui m'a, enfin il y a plusieurs choses qui m'ont frappé, mais on ne peut pas, quand on adapte un livre, on ne peut pas s'empêcher, et ça c'est dommage, de passer outre le côté hollywoodisation de la chose, même si, comme tu le dis, c'est pas très hollywoodien. On a l'histoire d'amour entre Nathalie Portman et Oscar Isaac qui porte le personnage de Nathalie Portman, alors que dans le bouquin, sans spoiler, le personnage principal est détestable. Et ne va absolument pas dans la zone X parce que son mari y est allé. Elle y va pour elle, et elle est complètement égoïste. C'est un personnage très bien écrit auquel on ne peut pas s'attacher parce que c'est. Mais bon, et il y a surtout des choses qui sont complètement retirées du film. Ce qui n'est pas très grave, c'est une adaptation, on peut prendre des libertés créatives, mais le bouquin est très Lovecraft en fait, et tu as notamment une créature, une exploration d'une tour très étrange, avec une créature qui écrit des mots sur un mur, et ces mots, enfin bon, tout ça est inexplicable au micro, mais complètement retiré du film parce qu'effectivement encore plus zinzin. Ils ont estimé que c'était inexplicable à l'image du coup. Ouais, je pense que c'est très compliqué à faire. Surtout qu'Annihilation, c'est le premier d'une trilogie. Absolument. Et en fait, le film mélange un peu les trois livres. Alors c'est la question que je me posais. T'as eu le. Ouais, j'ai vu que, en cherchant un peu, parce que je voulais avoir des explications sur des trucs que j'avais pas forcément compris dans le film. T'es allé sur Reddit, c'est ça? Reddit, Rotten, etc. Et j'ai vu que. Rotten Tomatoes. Oui. Et j'ai vu que Alex Garland justement avait dit qu'il voulait vraiment prendre des grosses libertés par rapport au livre parce qu'il avait aussi son histoire dans la tête, comment il avait compris le livre, et du coup il a décidé de mélanger un peu les trois, quoi. Ouais, d'accord. On peut pas spoiler, je pourrais donner un truc qui clorait les trois livres, mais on va pas spoiler. Et vraiment, donc moi je conseille vraiment à regarder pour les fans. Oui, non, mais il faut le voir, effectivement. De belles images. C'est un très, très beau film qui aurait, d'ailleurs, que j'aurais bien aimé découvrir pour le coup sur grand écran, parce que tu as des scènes qui sont quand même juste superbes et qui sur un écran d'ordi, même si les écrans d'ordi sont grands en ce moment, c'est pas la même sensation. On va passer à autre chose, à une autre adaptation. On est convaincu avec Vincent. D'un comic cette fois-ci. Vous allez regarder Annihilation. Très bien, on a bien fait notre taf, Rémi. Autre chose avec toi, Vincent, qui est une adaptation donc aussi, mais d'un comics cette fois-ci, une série de comics. De Black Panther. Ah tiens, j'ai pas entendu parler de ce truc. Qu'est-ce que c'est? Black Panther, ça a un petit peu fait de bruit. Bizarrement, je sais pas, il y a eu quelques échos. Ouzbek Erika, l'émission qui parle de Black Panther. Les premiers sur l'actu après sa sortie. Mais on l'a vu au moins, plutôt que de en parler sans le voir, on a fait le choix d'attendre de l'avoir vu. Bravo. Ce qui est plutôt une bonne chose. La dernière fois que je parlais à ce micro, je parlais de métaux rares et de terres rares, et j'adorais de dire plein de noms en yom et des trucs bizarres. C'est vrai. Eh bien, je vais continuer. Parce que dans la série Marvel, alors donc Black Panther est un nouveau Marvel, un nouveau film des studios Marvel, quasiment le 20e, il y en a eu énormément. On avait eu l'adamantium de Wolverine. Oui, tout on avait eu l'Ourou, le métal du marteau de Thor. Ah, c'est l'Ourou. Oui, bien. voilà. Okay, et maintenant, on a le vibranium, qui était déjà dans le bouclier de Captain America, et qui est au cœur de l'intrigue, puisque c'est donc le pitch, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est vraiment le métal extraterrestre qui arrive sur Terre dans une zone africaine perdue qui s'appelle le Wakanda, le royaume du Wakanda. Perdu et jamais colonisé. Et jamais colonisé. Grâce au vibranium, puisque ce métal précieux arrive et est doté de plein de capacités incroyables. C'est une source d'énergie, c'est une source de guérison, c'est une source de technologie high-tech, ultra performant, ultra résistant. Évidemment, il résiste à tout, toutes les balles, tous les trucs qu'on peut imaginer, comme le bouclier de Captain America. Et donc, il permet de créer toute une ville hyper high-tech, où on a des hyperloops, où on a des hologrammes, des hommes augmentés et des voitures autonomes. Souris! Remote driving system activated. Wait! Which side of the road is it? For boss sake, just drive. Okay, calm down.
Voilà, j'ai dit voiture autonome, c'est plutôt voiture pilotée à distance en VR, parce qu'en fait, on a donc la sœur du héros qui est dans sa cabine, un petit peu à la Q de James Bond, plein de gadgets, et qui pilote à distance la voiture. Dans son laboratoire. Super. Et donc, ce royaume du Wakanda, protégé par un bouclier de camouflage du vibranium, vit comme ça depuis des siècles et des siècles, caché du monde extérieur pour protéger ses ressources et pour pas déclencher de guerre. Il a choisi de ne pas intervenir dans le monde et de vivre avec ses ressources et en bonne harmonie. Et évidemment, il y a des choses terribles qui vont se passer avec des histoires de quête initiatique du héros principal, de comment devenir un bon roi, de vengeance et tout ça. Donc, un scénario assez classique. Bon, voilà, on peut voir ce film si on aime Marvel. Pour un Marvel, c'est pas non plus le plus original, le plus piquant des Marvel. Moi, j'aime bien quand c'est un peu cynique à l'Iron Man. Ouais, mais c'est pas le plus mauvais non plus. C'est pas le plus mauvais non plus, mais grâce à son esthétique, je trouve que c'est vraiment ce qu'il sauve, c'est qu'il y a vraiment une imagination sur l'esthétique. Je parlais de tout ce qui est science-fiction. Il y a aussi un côté un peu écolo, c'est quasiment une religion animiste avec ces dieux panthères, c'est un côté même dopage et augmentation à travers le vibranium qui va même dans les plantes, tout un côté un peu druidique comme ça. Et le vibranium est même un écho assez intéressant pour revenir sur les métaux rares de ça, c'est que finalement toute cette technologie hyper propre, hyper futuriste est permise grâce à un minerai qui là tombe du ciel et arrive par magie. Sauf que dans la vraie vie, c'est justement, ça souligne un peu que dans la vraie vie, on n'a pas ce matériau magique et que toutes ces technologies dépendent de métaux très précieux qui, au passage aussi, si on n'avait pas pillé l'Afrique, montre un peu, voilà à quoi ressemblerait l'Afrique si on n'avait pas pillé leurs ressources premières. C'est aussi un message intéressant. Une bonne réflexion, mais d'ailleurs, en t'entendant parler, je ne m'étais pas posé la question, mais on ne voit pas la manière dont ils exploitent le on voit de très belles mines bleues, bleutées. Il n'y a pas d'humain dedans qui travaille. Il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de grisou en tout cas. Après, des tunneliers, des wagons qui circulent à vitesse. D'ailleurs, l'intérieur fait vachement penser à la mine d'humain dans Matrix. Ah oui, tiens, bien vu. Très bleu, avec des espèces de gros creux, avec plein de façades. C'est pas ambiance germinale en tout cas, c'est sûr. Mais c'est pas la même idée. Voilà, en tout cas, c'est intéressant. Donc, pour moi, plus pour le côté esthétique, et puis évidemment pour le symbole d'avoir des protagonistes et héros noirs et très féminins aussi, c'est ça qui est intéressant. Féminin et pas, c'est des femmes guerrières et des femmes chefs scientifiques de la bande et tout ça. Donc c'est vraiment très. Shuri, elle a 16 ans, c'est la chef de la science du Wakanda. Elle est au top. C'est assez rafraîchissant d'avoir ça. On n'a pas encore le combo femme noire héros, mais ça va venir. On a un peu on s'en rapproche. Simplement, j'ai un peu l'impression qu'il se repose sur cette avancée symbolique pour ne pas trop creuser le scénario et ne pas trop creuser voilà. Encore une fois, je préfère les côtés plus un peu cynique ou décalé que là c'est un peu trop Disneyland quoi. C'est vrai que le traitement est assez classique et que effectivement Marvel appartient à Disney maintenant, donc tu fais bien de le préciser. Il y a quelques scènes qui sont effectivement assez les scènes oniriques là dans la jungle, dans la savane avec les ancêtres sont un peu visuellement ça me parle pas trop. En revanche, ce qui me parle beaucoup, comme tu le dis, c'est la science-fiction et c'est la représentation de l'Afrique, d'un potentiel futur de l'Afrique. Et juste, je veux simplement dire à nos auditeurs et auditrices d'aller lire un papier qui a été publié chez nous mais aussi ailleurs puisqu'il provient d'une revue qui s'appelle Terrain et c'est un papier d'une chercheuse qui l'écrit depuis le Nigeria si je ne dis pas de bêtises et qui part de la réception du film au Nigeria pour ensuite nous expliquer l'importance de la recréation d'une Afrique en miniature. Le titre du papier c'est ça, Wakanda, une Afrique recréée à l'échelle, une Afrique en miniature. Et elle parle beaucoup des symboles, des traits politiques et religieux, des emprunts qui ont été faits, de la ville, la capitale du Wakanda, et des costumes également. Et ce qu'elle dit, alors juste un petit point, et puis après je vous remettrai le lien pour aller lire le livre, mais il y a un truc intéressant sur les costumes notamment, puisqu'elle dit que comme le Wakanda n'a pas été colonisé, on n'a pas les costumes africains, mais d'origine occidentale. Notamment, et ça je l'ai appris, les pagnes wax, qui sont d'origine hollandaise et qui sont portés à travers toute l'Afrique, ou le choué-choué sud-africain qui est produit en République tchèque et en Hongrie. C'est assez fascinant d'avoir effectivement l'ensemble de ces influences-là et donc ils ont fait le choix, le réal et les costumiers, etc., de virer tout ça parce que c'est d'influence en fait occidentale. D'ailleurs c'est plutôt bien senti ça, c'est pas du tout lourd sur le côté
il y a quelques allusions aux colonies et voilà, mais ils insistent pas sur le côté bataille blanc contre noir, et c'est assez, voilà, là-dessus ils ont évité aussi cet écueil-là. Il y a quand même le mec de la CIA qui sauve la mise à la fin, sans vouloir spoiler. Il y a le mec de la CIA qui est Martin Freeman, qui est un très bon acteur aussi. Qui se fait sauver avant. Oui, c'est vrai. Pareil, par la copine du héros. Voilà. Absolument. Et puis c'est pas un blanc. Tout est résolu par un blanc en fait. Non, pas tout. C'est un hobbit, c'est pas vraiment un blanc. J'exagère. Oui, et puis c'est un hobbit, effectivement. C'est un hobbit avant d'être un blanc. Non, mais il y a effectivement un côté. Enfin, à un moment donné, il prend évidemment. Il est un peu dépassé aussi, le garçon. Hein. Il est face au pouvoir de tous les héros du Wakanda. Il n'est pas non plus le. Effectivement, mais quand on sait ce que la CIA a fait en termes de déstabilisation de gouvernement. Non, mais ils en parlent aussi d'ailleurs. Le méchant est un ex de la CIA qui il parle de déstabilisation de gouvernement, de tout ça. Et c'est ça qui est effectivement super intéressant, c'est que comme il y a une charge symbolique extrêmement forte, il y a eu des analyses qui ont été faites, et effectivement, ce que je viens de dire, c'est pas, enfin, ça sort pas de ma tête. Je l'ai lu dans plusieurs papiers, et notamment pas mal de papiers critiques autour de la figure. Évidemment, le Wakanda ne s'implique pas pour aller, par exemple, sauver ses voisins. Alors, on va pas spoiler, mais il y a une évolution autour de ce principe-là. T'Challa, le héros, est un roi sage et veut protéger son pays, et donc l'antagoniste joué par Michael B. Jordan, lui, souhaite armer avec du vibranium et des armes au vibranium l'ensemble des populations noires dans tous les pays autour du Wakanda opprimé et ailleurs, même en dehors des noirs, opprimés même en dehors, voilà, pour renverser la table et révolution, quoi. Enfin, on y va. Et c'est lui le méchant. Et un certain nombre de critiques et de spécialistes ont dit que l'homme noir restait le méchant, quoi qu'il arrive. Même dans un film qui met en avant. Oui, je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux quand même, parce qu'on a, sans révéler à la fin, il y a quand même aussi une évolution à la fin, et avec un petit clin d'œil aux Nations Unies aussi, à Trump. Oui, effectivement. Qui est marrante. Donc je partage pas trop cette critique-là, mais c'est. Ouais. Je pense que c'était utile de la dire et d'en faire état. Au moins, toi, Rémi, qu'est-ce que tu en as pensé? Pareil, moi j'ai beaucoup aimé le côté visuel, le côté scénario. Bon, bah voilà, je m'attendais pas à quelque chose d'incroyable. Pour un Marvel, à part, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure avec Vincent Dardeville sur Netflix, qui avait été super bien au niveau scénar. Pareil, les clins d'œil au Black Panther. Moi j'ai bien aimé le côté méchant, parce que c'est vraiment la dualité qu'ont dû avoir les Black Panthers à l'époque, en 1992, surtout par l'époque des émeutes à Los Angeles, etc. Passer par la violence, quitte à vraiment se venger, ou plutôt essayer de faire la paix malgré ce qui s'est passé. Et c'est vraiment la dualité qui est dans tout le film entre le gentil et le méchant. Ça commence à cette époque-là d'ailleurs, hein. On voit, ça commence début années 90, on voit à Auckland le jeune héros qui noue l'intrigue. Exact. Ouais, non, mais c'est vraiment intéressant. Alors après, évidemment, comme on est dans le marketing a marché à plein, et tous les éléments du Wakanda sont repris par un certain nombre d'artistes, par un certain nombre de joueurs de foot aussi, qui font le signe des guerriers wakandais quand ils ont marqué un but. C'est assez intéressant de voir à quel point Kendrick Lamar, par exemple, le rappeur qui offre des sessions à tous les jeunes d'un certain nombre de quartiers aux États-Unis. Enfin, on a l'impression, dans l'Amérique de Trump en tout cas, de notre point de vue d'occidentaux, de blancs de l'autre côté de l'Atlantique, on a l'impression qu'il y a quand même eu un effet presque pas libératoire, mais positif pour un certain nombre de gens aux États-Unis, et rien que pour ça, je pense que c'est important de soutenir ce type d'événements et de films. De normaliser des héros de ce type-là. Voilà, absolument. Annabelle, toi tu l'as pas vu, donc tu n'as rien à en dire. Non, à part ce que tu viens de dire, que je pense vraiment au-delà. Enfin, c'est pas qu'un symbole, quoi. Faut pas sous-estimer le rôle très très important que peuvent jouer ce genre de films, en fait. Et sur les séries, il y a eu. Alors, j'ai plus tous les noms en tête, mais et en plus je les ai pas toutes vues. Mais il y a la série Empire, par exemple. Voilà, on voit ces dernières années des super beaux discours aux Oscars, des femmes, en l'occurrence l'héroïne de Empire, mais qui prennent la parole, qui disent à quel point c'est important, en fait. Je pense que c'est vraiment beaucoup plus qu'un symbole, quoi. Et Get Out, qui a eu beaucoup de succès. Et Get Out aussi, oui. Et un Oscar aussi, d'ailleurs. Donc c'est bien que l'Académie change, et ce serait bien que les mentalités suivent aussi. J'en conclus sur cette volonté, et cette note optimiste et positive pour le futur. Marvel et les autres continuer à mettre en avant des héros qu'on n'a pas l'habitude de voir, et des héroïnes
aussi, comme tu le disais, Vincent. Et oui. Merci, c'était cool. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Continuez, parce que ça nous fait du bien et ça nous fait plaisir. On est dispo partout, sur SoundCloud, sur iTunes, sur YouTube. On est super et on est super content d'être avec vous. J'avais pas rédigé ma conclusion et ça s'entend. À la semaine prochaine. Des bisous.